Allez, on poursuit avec un anniversaire que nous allons fêter toute la semaine, les 70 ans du JT. En juin 1949, événement sur les écrans, le tout premier journal télévisé apparaissait. Un temps fort qui allait s'imposer dans le quotidien des familles. À l'époque, il était diffusé à 21h. Il s'agissait d'un tout image, sans présentateur. Nous revivons ce moment avec des personnalités qui ont incarné ce rendez-vous et aussi avec des passionnés d'infos. C'est avec Vivien Roussel, Julien Babsa et Karim Manette. L'histoire du journal télévisé a débuté à pas feutrés. Quelques centaines de foyers à peine possédaient une télé. Le premier JT, très peu l'ont regardé. C'est très émouvant d'entendre le premier générique télévisé d'il y a presque 70 ans. News from Paris. Excellent. Pour le décrypter, un habitué, l'ancien présentateur, Jean-Claude Bourré. Paris, intramuros évidemment. Alors l'image évidemment est d'une qualité extrêmement faible. Il n'y a pas de commentaire ? Ah, c'était commenté en direct depuis le studio et on n'a pas gardé la bande son, c'est exact. Premier reportage de l'histoire de la télé française. Une envolée dans le ciel de Paris, en montgolfière, qui a failli très mal tourner. Ils vont se casser la figure, ils vont toucher une ligne à haute tension. Mais quelle aventure, le premier journal télévisé, quelle aventure. C'était le début d'une aventure qui continue aujourd'hui. Et voilà, là, il se casse la figure, le caméraman est secoué dans tous les sens. Ouais. Pour nous, les adolescents de l'époque, c'était des gens totalement inaccessibles. C'était magique, ils étaient dans la boîte de la télévision, et la boîte de la télévision, c'est une boîte magique, parce qu'en sortait l'image et le son. Des parachutistes anglais, manifestement. Ainsi s'achève le journal télévisé. Ah ben, il n'a pas été long, il a dû faire 6 minutes à peu près. À l'époque de l'apogée de Bagdad, virgule. La femme qu'il aura choisie la veille, virgule. Cette voix est familière. Elle a résonné des milliers de soirs à la télé. Bachibouzouk. Des bachibouzouk, un peu de silence dans les rangs, vous êtes bien dissipés. Elle raconte chaque nuit... Dans ce cloître, cet autre ancien présentateur lit une dictée. Et regardez la télévision il y a 30 ans. Ah ben voilà. Et c'est dit, et voilà. T'as la chance de voir avec l'autre. Voilà. Et voilà. Il a pris 30 ans comme nous, hein, donc il a changé. Encore qu'on le reconnaît quand même. Voilà. Ça y est, vous y êtes ? Hervé Claude était le visage sur Antenne 2 des grands-messes du 13h, du 20h. 20 ans de présentation de journaux en plein cœur des années 80. Bonsoir, le budget d'abord. En ce moment même, les députés votent sur les 13e et 14e motions de censure de l'opposition. Voilà, des informations encore en provenance de l'étranger. Fin de cette édition du journal. Je vous rappelle le prochain rendez-vous avec l'information, 12h30 demain. C'est l'émission Samedi et demi, présentée par Jean-Claude Mangeot. Elle sera consacrée au feuilleton. En Bretagne, il vit son autre vie, écrivain. Une passion commencée alors qu'il était encore présentateur. Il a depuis écrit une vingtaine de romans. C'était un de mes rêves quand même, d'écrire, ouais. Et je pensais pas y aboutir. Je m'étais dit, si j'ai pas publié de livre avant 40 ans, ce sera foutu. Et donc là, j'ai fait 2 livres, je crois, avant 40 ans. Donc j'étais sauvé d'une certaine manière. Et puis vous reprendrez bien un petit morceau d'ortie ou de Après violet, 70 ans d'existence, le journal télévisé est devenu un rendez-vous. De foyer en foyer, ses images, ses drames, ses joies marquent les Français. Tous les soirs. C'est notre soirée qui commence comme ça. Les 2 tours. Les 2 tours, bon, puis pour Notre-Dame. En Amérique, qui sont. Bon, on est resté devant la télé assez longtemps. Ah oui, là. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. La reine d'Angleterre, après l'astronaute qui a été dans la Lune. Oui, le drapeau et... Tout ça, c'est beau à voir. Puis,
On est moins bêtes comme ça. Des générations s'informent avec la télévision. Chez les plus jeunes, quelques-uns s'y mettent tôt. Bonjour, comment les enquêteurs vont-ils procéder, Clément? Bonjour. Eh bien, c'est un long travail méthodique d'investigation. Il n'a que 16 ans, mais il adore ça. Stephen Combe décortique tous les JT. Prendre des photos, prélever des débris, des traces. Il y a beaucoup de mes amis qui me demandent pourquoi je fais ça, qui ne comprennent pas pourquoi je regarde ça et que je m'intéresse à, par exemple, à la politique. Ils trouvent que c'est trop compliqué ou c'est pas intéressant. Moi, ça m'intéresse. J'ai besoin d'apprendre. Une passion qui le guide au quotidien, nourri d'un rêve, être un jour présentateur. Dans cette édition du 13h, à la une ce lundi, À 1h du JT de France 2, familles invalides. On poursuit avec une image. Marie-Sophie Lacaro peaufine ses lancements. Elle nous vient d'Allemagne, elle pourrait nous inspirer. Imaginez des camions. Le dispositif est tout à fait impressionnant. En Auvergne, Stephen Combe aussi est au travail. Le rocker d'écrivain est décédé la nuit dernière, le jour de 74 ans, 57 ans de carrière. 2 fois par mois, il prépare un journal télévisé. C'est pas suffisant, ça. À 16 ans, ce lycéen a déjà les réflexes d'un journaliste. Son portrait dans ce journal. Quand je vais en cours, j'écoute tout le temps la radio le matin. Quand je suis dans le bus, je mets mes écouteurs et puis je suis dans la radio. À côté de son bureau. On est où, Steven? Alors, on est dans ma chambre. La partie plateau et là, la partie chambre. Il s'est créé un vrai studio télé, quelques planches de bois aménagées, avec son téléphone pour prompteur et un décor imaginé, fabriqué des jours entiers. J'avais des photos dans des bouquins de villes, donc je les ai découpées. Il y a peut-être des dizaines de photos et moi je m'étais inspiré d'une image de Paris, il fallait de la verdure et tout, j'ai fait un collage. Et après j'ai utilisé de la peinture, j'ai essayé de faire des nuances de couleurs. Tout ce travail avec l'espoir un jour de passer réellement de l'autre côté de l'écran. À vous, Cognac G. À vous, Cognac G. Cognac G, le lieu emblématique de la télé. Marie-Laure Augry habite encore à 2 pas de là. Pour elle, des rues encore hantées. Ça, c'était la rue des micro-trottoirs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un micro-trottoir à faire, Cognac G est à 500 mètres de là, ça évitait de traverser Paris. Donc on venait ici. Les femmes ont désormais le droit de signer la feuille d'impôt de leur... Marie-Laure Augry avait 27 ans. Elle est à gauche de l'image. Mon mari qui s'occupe de la paperasse, moi je ne connais rien du tout. C'est tellement difficile à remplir d'abord. C'était une mesure importante pour l'égalisation des droits de la femme? Non, je ne pense pas tellement. C'est un endroit qui vous rappelle des souvenirs? Ah oui, on venait. C'était l'annexe de l'ORTF. On venait tous les jours ici, ouais, tout le temps. L'ORTF, la télé des années 60-70. Marie-Laure Augry était dans la lumière, au temps de l'âge d'or du JT, avec Yves Mourouzi. Sur les titres de la presse et sur ce que dit la presse française, à Paris et en province, Marie-Laure Augry. Oui, la presse dans son ensemble salue en effet la dernière prestation télévisée du président sortant. Pas d'attaque, un certain hommage. Elle a présenté les journaux pendant 20 ans. Des années de travail, des années de joie aussi. Ouais, je pense qu'elle montre bien la complicité qu'on avait. C'était sur le plateau, ça, juste avant le début du journal. Je sais pas, on devait se raconter des conneries. Et puis ça, voilà, ça c'est un souvenir, c'est des choses qu'on pouvait se permettre de faire. C'est quand on a fait le journal punk. Il y avait un ton qui était différent, on pouvait se permettre plein de trucs. Il y a les souvenirs qui restent en tête et ceux qu'on entrepose. Dans l'Indre, au milieu des champs, des antennes et un ancien centre de diffusion, devenu caverne d'Ali Baba. L'ancien présentateur Jean-Claude Bourré découvre cet endroit insolite. Oh, salut Jean-Claude. Putain, c'est pas possible. Ouais. Ils t'ont libéré? Mais oui. Allez. Alors, montre-moi les vieilles caméras, ça va nous rappeler des souvenirs. Les vieilles caméras que nous avons connues dans les années 70. Ce n'est pas un musée, mais un entrepôt aux centaines de caméras de télé. L'endroit est entretenu par Daniel Bottin et d'autres anciens techniciens de Cognac G. Début des années 50, on va avoir ce type de caméra, équipée d'un super iconoscope. Et d'un super objectif. Là. Alors, à l'époque, on n'a pas... Le zoom n'existe pas. Et après
Comme à l'époque, Jean-Claude Bourré se retrouve face aux caméras qui le filmaient au quotidien. Tous les plateaux de télévision de l'ORTF. Pour la déplacer, c'était lourd. Hein, avec, Près de 15 000 JT présentés, avec quelques moments un peu particuliers. Là-bas, il y a tous les téléviseurs. C'est le fameux rail d'Ouessant, où j'ai eu 7 ou 8 pannes de télécinéma en 1 minute. Le point avec notre envoyé spécial, Jean-Pierre Quittard. 180 bateaux passent au large d'Ouessant, 260 devant le Cotentin et 500 dans le Pas-de-Calais. Chaque jour, 1 000. Bien. Un petit problème technique alors. Excusez-moi, oui? Oui, ce sont les PTT ou c'est la télévision? Oui? Vous n'avez plus rien du tout. Bien. Alors on met la clé sous la porte, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? De la poussière des objets renaissent les histoires du passé. Et la visite est loin d'être terminée. Allez, viens avec moi. Je ne savais pas qu'il avait la Grande Croix de ci, la Grande Croix de là, etc. Et puis rappeler, les derniers hommages, notamment Beltrame. Tous les matins à France Télévisions, la conférence de rédaction. Les meilleurs ouvriers de France. Donc ce que je suggérerais, c'est qu'on ait quelqu'un qui soit prêt à partir. Allez, on y va comme ça? Merci tout le monde, à tout à l'heure. L'ancien du commandant Hubert. Après chacune de ces réunions, les équipes de tournage sont déployées, aujourd'hui comme il y a 70 ans. Ah, j'ai connu ça, oui, c'est du 16 mm. On remontait comme ça, on remontait la caméra, c'était un moteur mécanique avec un ressort. Et toc, entre leurs mains, des raretés pleines de souvenirs pour Jean-Claude Bourré, l'ancien présentateur, et Daniel Bottin, ancien technicien. On mettait le film, et puis ensuite on refermait. Je filmais la caméra, là. Le bouton est au-dessus pour faire non, mais je le filme. Oh là, ils sont beaux à France 2. Hein. Quand on avait un scoop, prenait l'histoire de la cathédrale de Paris, imaginez qu'il y a un caméraman qui soit passé à l'époque avec une bande film, et entre le moment où il donnait sa bobine film à développer au laboratoire et le moment où on pouvait l'utiliser, il s'écoulait une demi-heure minimum. Donc c'était très frustrant, parce que des fois on avait des scoops et on pouvait pas les montrer à l'antenne, parce que techniquement c'était impossible. Allez, montre-moi. À chaque pas, un nouveau trésor les replonge 40 ans en arrière. Oh là là, ça pèse au moins 10 kilos, ça. Ça pèse 10 kilos. Et alors, on mettait le film là-dedans, on ouvrait, et il y avait une espèce de bâche noire dans laquelle on mettait les mains pour changer le magasin de la caméra. Ouais. Je me souviens très bien du poste de télévision où il y avait 6 boutons comme ça. Et il n'y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc à l'époque. Et un jour, mon père m'a dit... Ils sont fous, ils ont mis 6 boutons, il n'y aura jamais 6 chaînes de télévision. Vous voyez, on était dans les années 64, 68. Sur la deuxième chaîne, il était un visage. Présentateur des journaux pendant 20 ans, aujourd'hui à la retraite en Bretagne, le public n'a pas oublié Hervé Claude. Est-ce que vous avez conscience ou l'impression d'avoir marqué les générations? Une génération sans doute, oui, les gens qui étaient chez leurs parents quand ils étaient adolescents et un peu plus tard et qui regardaient le journal de France 2, ceux-là, effectivement, ils m'ont pas oublié en général. Hein. Maintenant, ils ont 40 ans, 45 ans et ceux-là, je les rencontre parfois dans les salons du livre. Ils passent devant en souriant, puis on bavarde, ils me racontent leurs souvenirs. Allez, stop. À notre demande, il se replonge dans ses archives, 43 ans en arrière, pour ses débuts. C'est un de mes premiers journaux, c'est affreux. Non? Ça fait quand même très démodé. C'est un sondage de la Sofres, publié par le Figaro, qui retiendra demain l'attention. Les cheveux longs jusque-là, les colpes à la tarte, les grands revers sur la veste. C'est rigolo, non? Ah, ça, j'avais pas revu ça depuis une éternité. Hein. Il faut encore noter que d'après ce sondage, les Français seraient de plus en plus pessimistes. J'avais un ton que j'aime pas du tout. Je déclamais un peu, la fin des phrases un peu snob. Enfin, je trouvais, non, pas bien. Heureusement, j'ai fait des progrès après. Il y a une tension, une forte tension quand on fait les journaux, surtout dans les premiers, sans doute. Même après, sur le 20h, c'est quand même dur. Le 20h, c'est ce qu'il y a de plus dur, quand même. Voilà, bonne soirée sur Antenne. Autre moment de télévision qui lui colle à la peau. L'histoire d'un générique de fin qui ne s'arrête jamais. Et donc tous les noms que je revois, c'est sympa ça. Un jour, 2 janvier 1990. Là, je parle à Catherine, mon assistante. Je lui dis, si le générique part pas, je vais disparaître. Chiche, elle me dit. Et tu vas voir. Mais ça me fait rire. C'est un gag idiot, mais ça me fait très rire. Moi, ça m'a fait rire.
À la fois, c'est presque un peu pathétique de penser que j'ai peut-être fait 2000 journaux télévisés et que je reste dans l'histoire de la télé pour ça, quoi. Bon. Se remémorer ces années de succès. Il en est un qu'il espère secrètement un jour. Depuis 3 ans, Stephen Combe réalise ses propres JT, diffusés sur Internet. Dans sa chambre d'adolescent, tout est prêt pour l'enregistrement. Ça y est, t'es prêt? Attends, je vais le mettre en pause. Parce que là, le premier plan caméra, tu te souviens, c'est lui, parce que là, je vais être en position assise. Vous avez des techniques de trompe? Je sais pas, mais j'essaye de faire bien et il faut être astucieux. Parce qu'après, on n'a pas le temps. Et voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais te présenter. Je me prépare. Pour lui et son ami d'enfance Valentin, le stress monte. Une demi-journée à préparer minutieusement les textes. Les 2 élèves de seconde sont fin prêts à affronter l'objectif. À chaque minute qui passe, un peu plus d'angoisse. Je te laisse, je suis en bas. Extrêmement complexe. Le JT de 13h va démarrer. Stop la grue. On va faire un peu la 10, s'il vous plaît. Dans la campagne de Montluçon, le même stress de tournage. Sur le sol russe, après avoir traversé la frontière en train blindé. Toutes les 2 semaines, cette chambre d'adolescent se transforme en studio télé. Bonsoir à tous et bienvenue. Les travaux de rénovation se poursuivent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, au Sri Lanka, le nombre de morts est vu, lui, à la hausse. Les fêtes de Pâques est l'une des plus importantes après celle du 11 septembre 2001. Son journal est monté et diffusé dans la foulée sur Internet. L'allocution du président de la République aura donc lieu demain. À 16 ans, il pose son regard sur l'actualité du monde. Après le grand débat, on évite de trop penser aux gens qui nous regardent parce qu'évidemment, il y a environ 150-200 personnes qui regardent les JT et ça ferait peur, on partirait. Hein. Plus de 70 journaux en 3 ans et toujours la même envie. Ils ont été pris de passion pour la télévision, comme beaucoup de Français, au début des années 50. À quelques pas de Château-Thierry, Nogentelle, un village dont le Larousse ne parle pas. Il s'allonge de chaque côté de son unique rue, au pied d'un coteau ensoleillé et couvert de vignes, qui fournit un petit vin pierreux. Dans ces années-là, ce village de l'Aisne comptait à peine 400 habitants. Pourtant, à l'époque, toute la France en parlait, car après Paris, ce fut la première ville à recevoir la télévision. Carmelo González avait 14 ans en 1951. La télévision était en ces temps-là un objet un peu abstrait. On en avait entendu parler, mais pas. On ne savait pas comment on pouvait recevoir des images comme ça dans un poste. Il y a des films, enfin, pour qu'une image elle passe dans un film, c'était compliqué quand même. Et au cœur de l'hiver, le quotidien du village est bouleversé. La camionnette, elle est arrivée là, elle s'est mise ici, juste devant. Et tous les élèves, on était tous dehors en train de regarder ce qui se passait. Et puis naturellement, on a mis le mât télescopique pour monter, pour voir à quelle hauteur qu'il faudrait mettre l'antenne pour que ça marche. Et lorsqu'un beau jour, les habitants de Nogentelle virent arriver une camionnette qui débarqua un matériel barbare, ils se demandèrent réellement à quoi pouvait bien servir cette espèce de perchoir aux pigeons que l'on dressait vers le ciel. À l'époque, les habitants se cotisent. Ensemble, ils achètent une télévision. Une petite télé pour une grande ouverture sur le monde. Alors à l'époque, c'était pas tout à fait comme ça. Le poste de télévision n'était pas devant ici. Le poste de télévision se trouvait sur une étagère en dessous de l'image qui est actuellement là-haut. Le poste était là. Et naturellement, les spectateurs, ils étaient tous dans la salle, les enfants dans les premiers rangs, mais il y avait au moins une 60aine de personnes qui venaient voir les émissions qui étaient annoncées par un tableau noir sur la grille à l'extérieur. Ainsi, les premiers JT trouvèrent leurs premiers téléspectateurs. Et voilà. Il y avait bien quelques parasites, par-ci, par-là, mais vraiment, la télévision, c'était quelque chose.
Ça nous apportait des nouvelles qu'on ne connaissait pas, hein, même des nouvelles étrangères. Bon, les nouvelles françaises, on les avait à la radio quand même, mais il y a des trucs qu'on ne savait pas ce qui se passait ailleurs. 15 rue Cognac-G, l'adresse mythique de la télévision française. Le siège de l'ORTF, puis de TF1 et Antenne 2. Tous les présentateurs s'y croisaient. Mais qui vois-je? Comment il va, monsieur avec... C'est la grande Marie-Laure Augry. Il y a encore la télévision ici. Mais encore, oui. Hein? Ce que je ne savais pas du tout, d'ailleurs. Je suis content de te revoir. Bah oui, dis donc, ça nous rajeunit. Hein. Mais alors, ça n'a pas trop changé comme ça. Non, là. Marie-Laure Augry et Hervé Claude n'ont plus mis les pieds ici depuis des décennies. Elle travaillait pour TF1, lui pour Antenne 2. Les deux chaînes concurrentes cohabitaient. Donc on devait se croiser dans les ascenseurs. On se croisait, c'était les 3-8, quoi. Oui. Hein? Toi, t'es arrivé quand je partais. Non, c'était pas ça, mais presque. Allez, vas-y, entre. On va aller voir ça. 30 ans après, les deux présentateurs vedettes vont remonter dans leurs souvenirs. On se croisait en permanence. Ouais. Bon, j'appuie sur le 5e. Ciao. Chaque jour à la même heure, le même décompte avant le top départ. 1 minute. En studio, tout le monde se tait quand retentit une petite musique. Ce générique est né de ces notes, sorties de ce piano par cet homme, Stéphane Joly. C'était il y a 5 ans. Une mission compliquée, créer une mélodie forte, courte. La musique d'un JT, une vraie fierté. Le JT, c'est un peu le nirvana. C'est difficile après d'aller plus haut en matière de générique. Ça passe tous les jours. C'est entendu par des millions de personnes. Des mois d'orchestration, de réglage, de nuances, pour en faire une musique percutante. Là, c'est les 12 premières secondes. Et trouver le bon rythme. Démonstration. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la musique logique, standard. C'est 80% de la musique. En revanche, moi, ce que je vais faire avec le 7, c'est que je vais enlever un demi-temps à chaque mesure. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Et chaque mesure, comme il en manque un petit bout, chaque mesure va avancer. On pense ne les écouter que d'une oreille. Pourtant, ces génériques sont ancrés en chacun de nous. Ces mélodies les ont accompagnés toute leur vie. On prend les escaliers. Ouais. Hein, on y va. Hervé Claude et Marie-Laure Augry sont de retour à Cognac-G. Ah, c'est une première. On n'est jamais venu là. Non. Ah non, c'était interdit. Attention. On n'avait pas le droit de venir là, de toute façon. C'est assez joli, mais... 30 ans après, une visite, comme un regard sur leur passé à la télé. Alors moi, les studios étaient au rez-de-chaussée. Oui, ça je me souviens très bien. Ils étaient à ce niveau-là. Ouais. Fallait prendre tout le temps les ascenseurs qui tombaient en panne, je sais. Et donc là où tu vois le jardin, c'était un des studios. C'était les plateaux, oui, d'accord. Voilà, toute cette partie arrière de Cognac-G est devenue un lieu d'habitation. Et nos souvenirs sont des plantes vertes. Voilà, on est au milieu des plantes vertes là. Conférence. L'époque les appelle. 9h15, 15 rue Cognac-G. Un matin comme les autres pour les locataires du 5e étage. Drôle de locataires en vérité, puisque ce sont les journalistes de TF1
réunis dans le bureau d'André Sélarié, le rédacteur en chef, pour déterminer le menu du journal de 13 heures. Visite dans leurs souvenirs. Ça pouvait être ça, les pièces de la rédaction. Oui, hein. oui. Ça, une pièce, celle-là, par exemple, Oui, ça aurait tu peux t'y pu. reconnaître. Hein. Ouais. Tu reconnais la fenêtre. Ouais. Non, mais là, tu peux te retrouver. Mais sinon, les pièces étaient à peu près de cette taille-là. On entassait 5 ou 6 bureaux J'ai ou plus. l'impression que la moquette est la même. Au même instant, dans une minuscule pièce, au 6e étage, le desk. Là où 24 heures sur 24 crépitent en permanence 11 téléscripteurs. C'est là où arrivent les nouvelles du monde entier. Le présentateur est souvent au centre du débat. Son importance est capitale. Il doit savoir parler aux Français. Il est le visage de l'information. Ce visage est associé à jamais à l'histoire des journaux télévisés. 28 années de présentation. Patrick Poivre d'Arvor a arrêté en 2008. Mais dans l'esprit de certains, il n'est jamais parti. Super, merci Patrick. Il y en a qui me disent parfois, je vous ai vu encore hier soir. Bon, ça, c'est difficile, parce que ça fait 11 ans que c'est terminé, mais bon. Il présente désormais une émission littéraire hebdomadaire, toujours au plus près des projecteurs, mais un peu plus loin de l'actualité. J'ai aimé ça passionnément, j'ai adoré ça. Mais pas parce qu'il y avait des feux de la rampe ou quoi que ce soit. J'aimais l'idée de raconter aux gens en une demi-heure ce qu'a été l'actualité de la journée en France et dans le monde. Et puis, il y a le fait qu'on est en prise directe avec le monde, quoi, avec l'actualité. J'ai eu la chance de rencontrer les plus grands. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme lui, Jean-Claude Bourré, Marie-Laure Augry et Hervé Claude ont tourné la page du JT. Certains rêvent de les imiter. Valentin, Steven... Faudrait pas mettre les mêmes images qu'après. Et leur JT fabriqué à la maison. Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Et pour célébrer cet anniversaire du JT, je vous rappelle que vous pouvez aussi participer sur notre site internet en partenariat avec l'INA. Venez nous dire quelles sont vos archives préférées, l'actualité qui vous a le plus marqué ces dernières années. Et je vous rappelle aussi cette grande soirée que nous vous préparons pour fêter cet anniversaire du JT. Ce sera jeudi prochain. Tout de suite, c'est le journal météo de Chloé Nabédian, puis Roland Garros. Ce soir, le 20h avec Laurent Delahousse. Bon après-midi et bon week-end à tous.